Donc, l'infralittoral, on parle du mode calme. Mode calme, pourquoi? Parce que, est-ce qu'on a des vagues, l'étage infralittoral? Non, On a les vagues, non, non. Donc, non, non, pourquoi non. les كنعوموا لداخل ولا les bateaux qui يكونوا لداخل? Donc, les bateaux sont plus ou moins, il n'y a pas des vagues qui vont les perturber. Sauf des fois, si on a des tempêtes, ça, ce sont des exceptions, mais généralement, tous les pêcheurs, ils vont avec leur barque tranquille. Mais nous, lorsqu'on nage au niveau des bords, il y a toujours des vagues qui sont très fortes et qui nous balancent, qui nous font même tomber. Alors, sachez que les algues, il y a des algues qui supportent ceci et qui sont au niveau de l'étage, plutôt l'étage, l'horizon supérieur de l'étage médio-littoral. Des espèces qui tolèrent moyennement, donc on va les trouver dans le médio-littoral. Infra, ça veut dire inférieur. Donc, on va trouver ici les espèces qui n'aiment pas le milieu agité, qui aiment le milieu calme. Donc, voilà la deuxième caractéristique physique. On a parlé de la longueur d'onde tout à l'heure. Maintenant, on a parlé de paramètres d'agitation de l'eau. Et il y a un autre paramètre ici à tenir en compte, c'est la lumière de façon générale. Les espèces qui se trouvent au niveau des étages supérieurs aiment beaucoup la lumière. Les espèces qui préfèrent des étages inférieurs, ce sont des espèces qui n'aiment pas la lumière. On parle d'espèces sciaphiles. Les espèces sciaphiles, je vais vous montrer comment ça s'écrit tout à l'heure, ça va être écrit. Les espèces sciaphiles, ce sont tout simplement, donc mettez-le dans votre glossaire, ce sont des espèces qui n'aiment pas beaucoup la lumière. D'accord? Voilà, donc voilà toutes ces caractéristiques ont fait à ce que vous avez cet étagement. Les algues vertes en grande partie au niveau du médio-littoral supérieur, les algues brunes au niveau du médio-littoral moyen, et au niveau de l'infralittoral, on trouve les algues rouges. Mais vous allez remarquer ici, regardez, il y a un chevauchement de couleurs, n'est-ce pas? Pourquoi on a ce chevauchement de couleurs? Tout simplement parce que les algues, c'est comme nous, par exemple, les êtres humains. Il se pourrait qu'il y ait des gens sensibles qui tombent malades facilement, des gens qui sont robustes, des gens qui sont moyennement sensibles. Alors, sachez que certaines algues rouges, par exemple, quand vous voyez ici au niveau des étages supérieurs, vous voyez des algues rouges, alors que leur place est au niveau de l'infralittoral. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on a cette répartition? Qui est un petit peu, par exemple, pourquoi on peut trouver une algue rouge au niveau du médio-littoral supérieur? Pourquoi, à votre avis? Si on a des conditions défavorables, par exemple, Oui, par exemple, pollution. très bien. La pollution qui nous vient de l'intérieur de la mer, c'est-à-dire par exemple je ne sais pas, les gens, parce que sachez qu'il y a des bateaux ambulants qui travaillent la pêche et qui déversent ces airs polluants. Il y a aussi les bateaux d'hydrocarbures comme les pétroliers, etc. Des fois, il y a un déversement et donc les espèces sont dérangées par cette pollution qui vient de l'intérieur de la mer. Donc, les espèces les plus sensibles essaient de se mettre au niveau des parties supérieures. Pour les algues vertes, des fois, on peut le trouver au niveau de l'infralittoral. Pourquoi, à votre avis? Même si dans ce dessin, c'est pas fait, je vais vous montrer des espèces qu'on peut trouver au niveau de l'infralittoral. Pourquoi, à votre avis? Alors, sachez que la pollution peut venir aussi des effluents qui sont déversés dans la mer, c'est-à-dire les égouts. Tous les égouts, la plupart malheureusement dans le Maroc, les rejets domestiques ne sont pas traités, très rarement au niveau de certains endroits. Alors, les rejets domestiques, des fois, cette pollution-là peut faire fuir certaines algues. On peut trouver des algues, par exemple, qui sont les plus sensibles, qui vont bouger au niveau de la partie inférieure. Alors, là, je dis qu'il va se déplacer, qu'il va bouger comme l'être humain. Si je suis dérangée par le soleil, je bouge vers un ombre. Non, c'est pas comme ça. Alors, comment ça se passe ici? Tout simplement, parce que sachez que la reproduction chez les algues elle se fait dans l'eau. Lorsque les gamètes, par exemple, se rencontrent, on a fécondation, on a la formation d'un zygote, ce zygote va aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les conditions ne sont pas favorables à cet endroit-là.
ce zygote ou bien cet œuf, et il va se fixer dans l'endroit qu'il trouve idéal. C'est pas automatique, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas comme moi, immédiatement je change de place. Ou bien vous aussi, si vous êtes dérangé par la chaleur, vous allez au frigidaire pour chercher de l'eau. Vous allez, si vous avez froid, par contre, vous allez chercher une couverture ou bien vous allez vous mettre à l'abri du froid. C'est automatique. Pourquoi? Parce qu'on a des pieds, on associe les algues. Eux, ils sont benthiques, ils ne peuvent pas bouger. Donc l'algue qui est très sensible, peut-être avec le temps, il va mourir, celle que vous voyez par exemple dessinée. Mais les gamètes qu'elle a produits et le zygote vont par la suite, petit à petit, essayer de changer de place. Ça peut prendre des dizaines d'années pour qu'il y ait un changement d'une espèce d'un endroit à l'autre. Et malheureusement, cette action anthropique, on parle de l'action anthropique, anthropos, ça veut dire homme. Donc l'action anthropique, c'est l'action de l'homme, malheureusement, qui n'est pas souvent pas bien, c'est-à-dire des rejets domestiques, des rejets industriels, etc. C'est-à-dire que des catastrophes. Sachez que ça fait disparaître même des espèces. On peut, après 10 ans, ne plus trouver une espèce. Ça, et il y a aussi un autre impact, mis à part le côté pollution, le fait d'arracher les algues. Les gens qui ramassent trop d'algues, qui ne respectent pas, donc à certains moments, cette algue-là, elle va essayer de migrer vers l'intérieur pour rendre la vie difficile à ces gens-là qui arrachent facilement. Elle doit se préserver. Donc, elle essaie de semer ces zygotes-là dans un autre endroit. C'est le cas, par exemple, des algues que vous trouvez, par exemple, à Essaouira ou surtout à El Jadida, à Sidi Bouzid, si vous avez eu l'occasion d'aller là-bas et voir en même temps les ramasseurs d'algues, sachez qu'ils ne ramassent pas toutes les algues, ils ramassent uniquement une espèce pour produire l'agar-agar, ça s'appelle Gelidium. Et donc, avant, ça fait plus de 40 ans, ce Gelidium, il était partout, c'est-à-dire il se développait dans l'infralittoral depuis son départ. Là, on commence à avoir un retrait. C'est pourquoi vous voyez des plongeurs. Il y a maintenant des plongeurs qui vont aller chercher ce Gelidium. Pourquoi? Parce qu'elle est et la fuite, ils sont en train de la poursuivre, la pauvre. Bon, entre parenthèses, c'est juste pour vous expliquer un petit tableau et pour vous montrer l'intelligence des plantes. Et ça existe aussi chez les végétaux supérieurs. Dans une forêt, dans un endroit, vous dites que la plante, elle est fixée, donc elle n'a pas le choix. Mais sachez que la plante, elle est très intelligente, elle a des graines, et ces graines-là, elles peuvent, par exemple, avec le vent, etc., les pousser dans un autre endroit. D'accord? Voilà. Donc là, c'est juste un dessin, bien un schéma qui vous montre la répartition des algues depuis l'étage supérieur jusqu'à l'étage médiolittoral. Comme vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, l'étage médiolittoral, il est divisé en horizon supérieur, horizon et vous avez l'étage infralittoral. C'est ça la vraie répartition des algues. Il y a toujours des chevauchements et vous allez voir, il y a par exemple au niveau de l'étage supérieur, qu'est-ce qu'on a? On a des lichens. Donc si on a à chercher des lichens, on peut les chercher ici, à cet endroit-là. Xanthoria, etc. Donc ça, ce sont des lichinas, ce sont des espèces qu'on trouve généralement au niveau de l'étage supérieur et un petit peu au niveau de l'étage plutôt médiolittoral, au niveau de son horizon supérieur. Les algues vertes, on les trouve surtout au niveau de l'horizon supérieur. Les algues brunes, on les trouve au niveau de l'horizon moyen. Et au niveau de l'horizon inférieur, on trouve généralement les algues rouges. Mais on peut trouver aussi des algues brunes, comme vous voyez ici, des algues qui ont des dimensions très importantes, comme les laminaires. Si vous vous rappelez, lorsque je vous ai montré la première séance de cours, vous avez un monsieur qui prend un tal. Donc, ce tal-là, il est assez grand et cette algue-là ne vit pas dans le supralittoral. Pourquoi? Parce que c'est un mode battu. Elle va vite être attaquée par les vagues et arrachée. Donc, elle préfère s'abriter au niveau de l'infralittoral. Donc, ce n'est pas à cause de la pollution, mais c'est à cause d'un phénomène physique qui ne lui convient pas. Donc là, ce sont des exemples d'algues marines. Ça, c'est le vrai tableau que vous voyez en mer. Vous ne voyez pas une répartition rouge, vert, brun comme ça. Non, regardez ici, vous avez une photo prise au niveau de l'infralittoral où vous avez un mélange d'algues vertes et d'algues rouges. Et la photo en bas, vous avez un mélange d'algues rouges et d'algues brunes. Donc là, on peut trouver tout le temps ceci. Mais ce qui domine,
ce sont les algues que je vous ai dit, c'est-à-dire les verts au niveau des étages supérieurs, les étages moyens, c'est les algues brunes, les étages inférieurs, ce sont les algues rouges. Donc là, c'est juste pour vous montrer l'organe de fixation des algues, les laminaires qui sont de grande taille. Donc, ils essaient aussi de développer des organes de fixation assez coriaces, assez robustes, pour leur permettre de ne pas s'arracher facilement parce que le tal, il est très lourd et il est très grand. Donc, il faut absolument un système de fixation qui est robuste pour permettre à ces algues-là de survivre, d'une part. Et sachez que là, l'organe de fixation ne sert que pour la fixation, si vous vous rappelez. Est-ce qu'il sert pour l'absorption des éléments nutritifs, cet organe de fixation chez les algues? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Non, madame, parce qu'il est autotrophe. Ils sont autotrophes. Et donc, l'absorption, il se fait par où, mademoiselle? L'absorption, elle se fait par la photosynthèse. Là, mais quel endroit? Est-ce que quelqu'un, mademoiselle, votre nom? Samani Rania, madame. J'ai déjà Samani, oui, Samani, tu as déjà répondu. Oui, alors est-ce que quelqu'un peut me dire comment l'algue va synthétiser, photosynthétiser? Au niveau de la chloroplaste. Non, mais par exemple, les végétaux supérieurs, on dit la photosynthèse, il se fait à quel niveau? Pour les plantes de végétaux que vous voyez dans le jardin, dans les forêts, quel est l'endroit où se fait cette photosynthèse? Les feuilles, d'accord. Ici? Oui. Et ici? Ah, madame, par toutes les cellules, parce qu'on a des cellules indifférenciées. Voilà, très bien. Al-Slama. Donc, on a les cellules indifférenciées. Donc, toutes les cellules assurent toutes les fonctions. D'accord? Donc, faites attention à ça. Donc, Samani, donc, il faut essayer. Donc, là, tu as bien commencé, mais là, c'est comme si une question piège, c'était pour toi, c'était difficile. Non, c'est pas difficile. On dit cellules non différenciées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire toute la cellule, elle assure toutes les fonctions. Donc, c'est elle qui photosynthétise, c'est elle qui absorbe les éléments nutritifs, c'est elle qui fait tout. D'accord? Donc, ici, l'organe de fixation ne sert que pour la fixation. Il ne sert pas pour l'absorption des éléments nutritifs. L'absorption des éléments nutritifs, il se fait par tout le tal. La photosynthèse se fait aussi par tout le tal. Sauf pour la reproduction, on a des cellules plus ou moins spécialisées, on ne va pas dire différenciées, spécialisées dans lesquelles se forment les gamètes ou bien les spores, comme j'ai dit au cours, gamétocystes ou bien sporocystes. Ça, ce sont juste des cellules spécialisées, mais ce n'est pas une différenciation. Ce n'est pas organe reproducteur. D'accord? Là, c'est juste pour vous montrer quelques espèces d'algues vertes qui, normalement, les algues vertes doivent être au niveau des étages supérieurs. Ces algues n'aiment pas la lumière, comme par hasard. Donc, ils sont dérangés par la lumière. Ils vont s'abriter au niveau de l'étage inférieur. Ils peuvent aller jusqu'à 100 mètres, des autres à 70 mètres, des autres à 50 mètres. Est-ce que ça va pour l'instant? Vous aimez ce TD? Cette façon, voilà, c'est plus écologique, c'est plus pratique. Parce que là, vous êtes en train d'étudier à la fac, pas uniquement pour potasser, mais pour aussi apprendre le monde extérieur et appliquer où est-ce que vous pouvez trouver, que ce soit les espèces animales, végétales, comment ils vivent. Vous connaissez les secrets de la vie, en fin de compte. D'accord? Et aussi avec ses exceptions. Parce que dans toute chose, il y a des exceptions. Même dans l'être humain, il y a des exceptions. Donc, aussi chez des plantes, vous pouvez trouver des exceptions. Donc là, regardez, ce sont des algues vertes qui ont la particularité de vivre à des profondeurs plus importantes. Alors que, généralement, la plupart des algues vertes aiment la lumière. Celles-là, ce sont des exceptions. D'accord? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, mademoiselle. Madame, supposons que, par exemple, les algues n'ont pas trouvé des conditions favorables et, par exemple, on a trouvé des algues qui sont rouges dans le milieu qui est supralittoral. Est-ce que cela ne va pas influencer leur durée de vie? C'est-à-dire qu'on trouve que ce genre d'algues qui est supposé vivre plus longtemps ne vit pas plus longtemps parce qu'il y a plus de lumière et ils ne sont pas adaptés à la lumière. Ou bien est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation qui va permettre à ces algues de s'adapter malgré que les conditions ne sont pas favorables?
Votre nom, mademoiselle, votre question est pertinente. Votre nom, je vais vous répondre tout de suite. Votre nom? Rania Samani, madame. Samani toujours. Alors, merci Madame. pour votre question. Essayez tous les autres de suivre. C'est une question très importante. Sachez que je vais vous parler d'un sujet, c'est très important pour les plantes. Les plantes qui sont benthiques, les algues, ou bien les plantes qui sont fixées au substrat. La plupart des plantes, à part quelques plantes aquatiques comme les nénuphars, que vous connaissez, ils flottent dans l'eau, ils vont un petit peu partout. D'accord? Là, je parle des plantes que vous voyez dans les jardins, dans les forêts, et aussi des algues benthiques qui sont fixées. Donc, je parle des plantes et des algues qui sont fixées. Alors, Dieu leur a donné un système physiologique assez performant qui leur permettent de s'adapter à toutes les conditions. D'accord? Sauf que lorsque les conditions sont un petit peu défavorables, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent changer de place. Ils changent de place, mais ils vont s'adapter à cet endroit qui est nouveau, comme par exemple, vous avez dit, une algue rouge qui va se trouver au niveau des étages supérieurs, mais par exemple au niveau de l'horizon supérieur avec les algues vertes, elles ne seront pas dérangées là-bas par la forte intensité lumineuse parce qu'ils vont peut-être s'abriter au niveau de certaines crevasses, de certains endroits qui sont abrités. Vous savez qu'au milieu marin, par exemple, vous avez des rochers de différentes formes. Donc, des algues rouges au niveau du supralittoral, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller au niveau des endroits qui sont moins éclairés. Il y a d'autres espèces qui sont plus performantes, c'est-à-dire avec une capacité d'adaptation très importante, et ils vont se fixer au niveau du supralittoral, et même s'ils vont perdre leur coloration rouge, il y a par exemple au niveau del Jadida, il y a une algue qui s'appelle Osmonda pinnatifida qui pousse très bien avec les algues vertes. On la trouve déjà avant même les algues vertes. Elle l'ont devancée tellement elle est dérangée par ce qui est à l'intérieur. Elle a développé un système, un mécanisme d'adaptation qui lui permet même de devancer les algues vertes. Mais lorsque tu la vois, et je te dis quelle est sa couleur, tu vas la trouver avec une coloration comme ça, brunâtre. Tu vas dire c'est une algue brune, alors que elle, c'est une algue rouge. Parce que lorsqu'on dit algue rouge, ce n'est pas comme le rouge, un seul rouge. Le rouge, il est nuancé. Un rouge vif, un rouge brun, un rouge... Il y a des algues qui sont rouges avec du vert un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les algues ont une grande capacité d'adaptation. Et là, ce sont les algues qui fuient et qui sont un petit peu sensibles. Ils vont changer de place et s'adapter physiologiquement à cet nouvel habitat. Nous-mêmes, lorsqu'on déménage, après 20 ans, on a du mal à s'adapter. Mais par la suite, on va s'y faire. Même si on n'a pas les voisins, on n'a pas les chambres qu'on avait, on n'a pas ceci, avec le temps, on s'adapte. Mais la plante, elle a un système d'adaptation plus performant que celui de l'être humain. Parce que nous, on a le choix de changer des fois si on n'a pas voulu, etc. Mais la plante, elle change avec le temps, plus de 10 ans, plus de 20 ans, et en même temps, elle s'adapte à ces nouvelles conditions. Alors, sachez que malgré ces conditions de pollution ou bien de je ne sais quoi, qui vont faire à ce que l'algue va changer, c'est uniquement les algues sensibles. Mais sachez que les algues performantes, ils vont rester sur place et ils vont supporter cette pollution ou bien ils vont supporter ce nouveau rythme de vie. La même chose chez les forêts aussi. Les forêts, ils ont beaucoup de systèmes d'adaptation. Et parmi les systèmes d'adaptation, vous allez vous rendre compte tout à l'heure, les plantes ou bien les algues peuvent libérer certaines substances qui vont déranger, par exemple, ce qui est avoisinant, comme par exemple des algues qui libèrent des antibiotiques pour tuer des bactéries, si on a des bactéries dans l'eau, qui les dérangent, qui va les tuer, par exemple. Des plantes aussi. Ils vont libérer certaines résines. Les résines, sachez que la résine, elle est toxique, donc ça ne peut pas faire pousser les champignons à côté. Donc, les plantes résineuses, ce n'est pas au hasard. Cette résine-là, c'est pour se protéger. Donc là, j'espère que, Samini, j'ai répondu en partie à votre question. Voilà, et sachez que vous aurez par la suite, en S5, Inch'Allah, tout un module de physiologie végétale et vous allez être très surprise de la capacité des algues et des plantes de façon générale à s'adapter aux conditions. D'accord?
Donc là, je passe aux algues qu'on peut trouver dans l'eau douce cette fois. Donc sachez que les eaux douces, ils peuvent prendre la couleur donc, de l'algue qui se développe. On a une coloration avec fer foncé, tellement là, à gauche. De quoi on parle lorsqu'on a une eau comme ça pour la photo à gauche? On parle de quoi? Lorsqu'on a une pullulation ou bien un développement important d'algues, on parle de quoi? Un nom Bloom scientifique. algal. Bloom algal, très bien. Donc, c'est qui a répondu? Moi, madame, Semani Rania. Alors, là, je suis en train de travailler uniquement avec 6 personnes ou bien 7 personnes. Les autres, ils doivent participer. Madame, Oui? j'ai une question en ce qui concerne. Votre nom? Knidiri Mehdi, Knidiri Mehdi. Knidiri, oui, Knidiri. Pour les macro-algues marines, Oui? pour leur stratification, peut-on dire quel est le résultat de différenciation de quantité de pigments chlorophylliens? Oui, c'est du... Voilà, alors j'ai différenciation des pigments chlorophylliens, ici, d'accord? Mais pas uniquement ça. Parce que si je me base sur la différenciation des pigments chlorophylliens, sachez que les algues vertes, comme par hasard, ils aiment les milieux battus. Les milieux battus, où est-ce qu'ils existent? Ils existent au niveau des horizons supérieurs, n'est-ce pas? Les algues rouges sont très dérangées par tout ce qui est perturbation, agitation. Je parle généralement, je ne parle pas des exceptions que j'expliquais à Semani, d'accord? Donc, je parle de façon générale, parce qu'en fait, lorsque vous allez au niveau de la mer, au niveau du littoral, vous allez trouver la grande majorité des algues vertes au niveau des étages supérieurs, les brunes au niveau des moyens et les rouges, la grande majorité des algues rouges en bas. Les exceptions, maintenant, on ne parle pas. On parle de tout ce qui est, par exemple, vous avez dit, en fonction de l'absorption. C'est par ça que j'ai commencé. Mais il n'y a pas que ça qui nous dirige. Il y a aussi l'agitation. Il y a le mode battu, le mode semi-battu, le mode calme. Les algues rouges aiment le mode calme. Les algues brunes, le mode semi-battu. J'ai oublié de dire autre chose. Le retrait de l'eau, la marée basse. J'ai dit tout à l'heure qu'on a 4 marées, 2 marées basses, 2 marées hautes. Alors, supposons qu'on a la marée haute, ici par exemple, à cet endroit. D'accord? Vous voyez ma flèche d'ordinateur? Oui. Alors, la marée haute, c'est ici. On a le retrait, voilà, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. 6 heures, c'est ici. Et après, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Donc, ces algues vertes, ils supportent aussi le grand retrait de l'eau. Les algues rouges ne supportent pas beaucoup le retrait. C'est pourquoi ici, lorsqu'on trouve par exemple à 6 heures, la marée haute va commencer, n'est-ce pas? Lorsqu'elle va commencer, ce sont les premières qui vont être immergées. Les algues rouges n'aiment pas beaucoup de retrait d'eau. Les algues brunes, moyennement. Par exemple, 4 heures, ils peuvent supporter 4 heures, 5 heures. Les algues vertes, ils supportent même jusqu'à 12 heures. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Le retrait de l'eau, l'agitation des vagues, la longueur d'onde, la lumière, c'est-à-dire l'intensité de la lumière, est-ce qu'elle est grande ou pas, c'est-à-dire est-ce que c'est ombré ou bien ensoleillé, tous ces paramètres font à ce qu'il y ait cette répartition. Sachez que lorsqu'on parle de l'écologie, il y a une résultante. Vous savez ce que ça veut dire la résultante? La résultante de plusieurs paramètres, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire en arabe, mais le mutalaqa ديال جميع les paramètres qui conditionnent une chose هما اللي كيخليو هاد l'espèce تكون هنا ولا هنا ولا هنا. C'est pas uniquement un seul paramètre qui conditionne. Dans la nature, il n'y a jamais un paramètre qui يحكم. D'abord, déjà la lumière كتكون مع la température. Et puis l'agitation aussi avec le retrait. Ça, ce sont des paramètres différents. Donc, lorsqu'on les combine ensemble, ça donne cette répartition de façon générale. Les exceptions ici dont j'ai parlé, lorsque ce chevauchement que vous voyez, il est dû à des facteurs externes, comme pollution, ou bien autre chose, ou bien trop forte agitation. Une espèce, même si elle est brune, elle tolère la partie moyenne. Pour elle, elle est de grande taille, donc elle ne va pas se situer là-bas, elle va se situer en bas. C'est comme par exemple en montagne. Est-ce qu'en montagne, lorsque vous allez aux crêtes de montagne, vous voyez des arbres qui sont de grande taille? Non, parce que les crêtes des montagnes, il y a le vent qui souffle.
l'arbre, elle va être arrachée, rien que par ce vent-là, parce que les vents sont très forts. Vous voyez des xérophytes, vous voyez des plantes, des arbustes qui sont de petite taille pour ne pas être arrachés par le vent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une adaptation aux conditions physiques et aussi à l'action anthropique de l'homme comme pollution, rejet domestique ou bien industriel. Voilà. Donc là, je passe aux écosystèmes aquatiques. Donc, votre collègue l'a dit Bloom. Et regardez, ici, cette coloration, elle est verdâtre, ici, généralement. Là, par contre, regardez, vous avez une coloration qui est rose. Ce n'est pas une peinture. Sachez que là, c'est vraiment un étang vu d'en haut. C'est une vue par avion qui vous montre un petit peu un grand étang immense où se développe une algue qu'on appelle Dunaliella salina. Voilà sa vue microscopique. Sachez que même si vous avez une coloration qui est presque rosâtre, ou bien des fois c'est saumon, ça veut dire tout simplement que c'est une grande richesse en caroténoïdes. C'est une algue verte, Dunaliella salina, c'est une algue verte qui est trop riche en caroténoïdes. Regardez la vue microscopique, ça donne une coloration vraiment rougeâtre. Si je vous la montre au microscope, vous allez me dire, madame, ça c'est une algue rouge. Alors non, c'est juste les pigments caroténoïdes qu'on va voir en cours que cette algue-là contient. Il faut à ce que tout cet étang-là ait cette couleur. Donc là, c'est vraiment, si je vous dis par exemple de chercher Dunaliella et vous savez que vous avez une rivière octée ou bien un lac ou bien vous savez que Orica ou Kimden, jamais on a cette couleur-là. Donc vous n'allez pas vous amuser à aller gaspiller du temps et de l'énergie pour aller chercher Dunaliella au niveau de Orica ou bien au niveau du barrage Tekelpoust par exemple. Jamais on a cette couleur. On va essayer de cibler des endroits. Et d'ailleurs, cette Dunaliella salina, pourquoi on l'a appelée salina? Parce qu'elle aime du sel, un milieu salin. Regardez cet étang-là, il se trouve à côté de la mer. Vous avez vu la mer? Donc, on fait cette culture de Dunaliella près de la mer. Pourquoi? Parce que l'eau marine, on la mélange avec une autre eau parce que sachez qu'il y a une intrusion marine. Tous les eaux souterraines du lac, de cet étang-là, ils sont influencés par le sel de mer et donc c'est un milieu qui est salin qui permet le développement de ceci. Et je pense que vous avez déjà entendu parler des flamants roses. Vous avez entendu parler des flamants roses? Alors, Oui, pourquoi on les appelle des flamants roses? Pourquoi ils sont roses? Parce que ces flamands, ils vont au niveau de ces étangs-là qui sont très riches en Dunaliella salina. Ça ne veut pas dire que ce sont ces flamands-là, ils mangent les algues. Non, ils mangent les petits crustacés qui se trouvent dans l'eau et ces crustacés, ils mangent les Dunaliella. Donc, c'est par la chaîne trophique. Vous comprenez? Donc, ces crustacés sont orangés et par conséquent, aussi, vous avez ces flamants, ils deviennent roses. Vous pouvez trouver des endroits, encore des flamants qui sont plus roses que ça. Essayez de voir au niveau de l'Internet. Des flamants toutes roses de la tête jusqu'aux dernières plumes. Des flamants qui sont discrètement orangés. Ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas une grande richesse en Dunaliella au niveau de ces étangs-là. Donc là, c'est juste, je vous parle de point de vue écologique pour ne pas comprendre que lac, rivière, c'est vert, c'est tout. Alors, ça peut être aussi orangé ou bien rosé. Maintenant, on va parler de petit 3, les algues aériennes. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des algues se trouvent dans le milieu aquatique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce soit les eaux douces ou bien l'eau de mer. Là, on va parler des algues aériennes qu'on peut trouver au niveau des sols humides. Et au niveau des sols humides, on rencontre souvent des algues qui sont filamenteuses, comme par exemple Zygnema, Vaucheria ou bien des cyanobactéries, ils sont filamenteuses et ils se trouvent au niveau des sols humides. Les sols humides, où est-ce qu'on peut les trouver, par exemple? Si je vous dis, allez chercher des algues aériennes, alors, filamenteuses, vous allez où pour les chercher? Où est-ce que vous allez pour les chercher? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Les rivières. Dans Mademoiselle, laissez. Là, attendez.
Mademoiselle qui a dit la rivière, votre nom? Soukaina Eredi.